Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Kwenayo Merveille. Aujourd'hui, nous allons parler de la programmation en Python, formation spécialement conçue pour ceux qui se lancent dans le domaine de la data science sans peut-être centre de connaissances en programmation. Que vous soyez donc débutant curieux ou amateur de données intermédiaires cherchant à consolider vos bases, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons explorer les éléments fondamentaux de Python qui vous prépareront à manœuvrer dans le monde passionnant de la data science. Préparez-vous donc à être captivé car ce n'est pas un simple tutoriel, c'est le début de votre aventure Python. J'attends donc vos commentaires et questions avec impatience. Aussi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Ça me fait beaucoup plaisir. Et à tout de suite. Ok, là directement je suis derrière mon écran. Vous allez voir là, j'ai une présentation de notebook réalisée avec Google Colab qu'on a eu à présenter la fois passée. Donc l'idée c'est de ne pas trop perdre de temps et d'être beaucoup plus pratique que théorique. Question de permettre à ceux dont c'est pour la première fois ils sont en train de découvrir c'est quoi la programmation, de quand même appliquer, de voir qu'est-ce qui marche, parce qu'en appliquant aussi on comprend beaucoup mieux. Donc je ne vais pas trop traîner sur les théories, beaucoup de ces tutos et de ces tutos. Je vais à chaque fois prendre quelques temps sur la théorie et directement aller vers la pratique. Donc du coup on commence avec une première notion très capitale qu'on rencontre dans les langages de programmation. Il s'agit des commentaires. Les commentaires, si je vais dire, c'est la façon dont on dit au langage qu'on est en train d'utiliser que bon, ceci n'est pas un code que tu auras à exécuter. Et les commentaires nous aident généralement lorsqu'on veut vouloir documenter notre code ou bien essayer de mieux mettre en forme, d'expliquer notre code pour que les prochains utilisateurs puissent rapidement l'utiliser sans même notre aide. Donc vous pouvez peut-être écrire un code qui permet de compter jusqu'à 20. Si vous laissez ça en désordre comme ça, bon, peut-être un utilisateur ne comprendra pas sûrement ce que vous avez fait, mais en mettant du commentaire, il peut rapidement le faire. Donc pour mettre du commentaire en Python, on utilise dièse devant tout ce que vous écrivez. Donc j'écris dièse et j'écris la phrase, ceci est un commentaire sur la ligne. Donc quand j'écris ça directement, Python comprend et si j'exécute, sachez que rien ne va se passer, il n'y a pas d'observation. Maintenant, autre notion, il s'agit des variables en Python. Les variables en Python, comme dans tout langage de programmation, ça peut être considéré comme un conteneur pour stocker les données. Vous savez, on est en train de vouloir faire une série de formations sur la data science. On aura travaillé beaucoup avec les données. Maintenant, ces données, il faut qu'on puisse les mettre quelque part pour ne pas être à chaque fois en train de les charger. Donc, c'est les variables qui nous aident à stocker les données. Et comment on déclare les variables? Il suffit d'écrire le nom que vous voulez donner à votre variable et de mettre égal et de mettre la valeur que vous voulez mettre. Donc, un exemple simple, c'est int égale à 4. Donc, le nom de ma variable, c'est int et la valeur que j'y insère, c'est 4. Tout simplement. Et il faut savoir pour afficher ça rapidement, les prochaines fois quand je vais écrire int directement, ça va m'afficher 4. Donc int tout au long de mon programme représente 4. Sachez aussi que dans les notebooks, les cellules sont liées. Donc le fait que j'ai déjà défini ma variable ici, je peux l'utiliser ailleurs aussi dans mon code. Donc c'est un peu comme cela. Sachez que par rapport aux valeurs, vous pouvez décider de stocker aussi des variables
de type chaîne de caractères. Vous pouvez aussi décider de stocker des variables de type forme réelle. On va mieux voir lorsqu'on sera au niveau des types de données. Maintenant là, je vais parler des opérateurs. C'est bien bon de savoir les variables et tout, mais des fois, on est amené à faire des opérations sur des variables, notamment lorsqu'on est data scientist, essayer de faire l'addition de certaines variables, valeurs, ou bien de mettre deux données ensemble, ainsi de suite. Pour pouvoir faire des opérations arithmétiques, par exemple, on utilise comme sur une calculatrice. Après avoir défini vos variables, comme sur une calculatrice, donc quand j'exécute comme ceci, vous voyez x égale à y, x égale à 2, y égale à 3, je fais l'addition x plus y, ça fait 5. De la même façon ici, x soit y, parce que je sais que le x est déjà stocké. Et attention, vous allez voir, avant j'avais défini x égale à 4 ici, maintenant je viens écrire x égale à 2. Donc, la valeur de x qui est utilisée à chaque fois, c'est la dernière valeur. Donc cette valeur est écrasée, je vais dire, ça disparaît. C'est la nouvelle valeur que j'ai faite qui est contenue, qui reste maintenant. Donc quand j'exécute x fois y 6, maintenant, autre opérateur, il y a les opérateurs supérieurs, inférieurs, des opérateurs de comparaison. Généralement, elles nous aident à pouvoir mettre comment dit-on, écrire des conditions et tout. On va mieux voir ça tout à l'heure. Donc vous allez voir, j'ai exécuté x inférieur à y, ça écrit tout. X inférieur à y veut dire quoi? 2 inférieur à 3. Et c'est bel et bien vrai. Supposons que je fais l'opérateur d'égalité. Quand j'utilise l'opérateur d'égalité, au niveau d'ici, j'exécute, vous allez voir, ça me donne false parce que 2 n'est pas égal à 3. Et maintenant, on va parler des entrées et sorties. Je mets quoi dans entrée et sortie? Des fois, on est appelé à afficher nos réalisations, bien nos résultats sur l'écran, oui, sur l'écran je dirais, et aussi à pouvoir, on cherche à récupérer des données de l'utilisateur. Donc pour le faire, on utilise print et input, qui sont des fonctions. On va parler de c'est quoi les fonctions bientôt, qu'on utilise pour pouvoir print pour afficher et input pour récupérer. Donc je suppose que je définir deux variables nom et prénom. J'écris nom égal à merveille, prénom égal à prénom. Bon, c'est des données chaîne de caractères. Donc pour écrire les données chaîne de caractères, on met ça entre griffes. Donc quand j'exécute là rapidement, ici bon, j'ai juste affiché nom, donc ça affiche merveille. Maintenant, comment j'utilise la fonction print? Je peux utiliser print pour formater comme je veux. Je m'appelle virgule nom, virgule prénom. Donc je m'appelle, j'exécute, je m'appelle merveille prénom. Donc c'est un peu comme ça on utilise. Maintenant, pour la fonction input, vous écrivez input entre parenthèses le message que vous voulez que la personne puisse renseigner. Donc, what's your name? Je veux qu'il me dise quel est son nom. Et là, j'affiche à l'écran hello et je lui passe la variable. Donc, c'est un peu comme ça se passe. Et directement, what's your name? Si je ne mets pas mon nom, ça ne bouge pas. Donc, je peux écrire kiwi. Je peux écrire kiwi comme nom et je mets enter. Je mets enter, vous voyez, what's your name, kiwi. Quand j'ai mis kiwi, ça écrit hello kiwi. Maintenant, c'est un peu ce qui concerne les sorties et les entrées. Les types de données, je dirais, c'est de ça je parlais tout à l'heure quand j'avais abordé les variables. C'est juste pour spécifier quel genre de valeur on veut stocker dans notre variable. Est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est un nombre réel? Est-ce que c'est une chaîne de caractères? Donc, 7 par exemple, c'est un entier. Donc, pour contrôler le type d'une variable, c'est simple. On utilise la fonction type. Donc, après avoir défini la variable, vous mettez type is. C'est souvent très utile lorsqu'on veut vouloir faire des comparaisons de type. Est-ce qu'on est en train de travailler avec les données de type chaîne de caractères, les données de type et objet. Donc, il faut savoir réellement avec quel genre de données on travaille des fois. Donc, fonction très capitale à mémoriser. Donc, vous voyez, comme c'est un entier, ça m'affiche int. Ici, comme c'est
comme un float ici. Donc, juste pour rappeler, les entiers, c'est les int, les floats, c'est les nombres réels, là, c'est-à-dire 4,4 ainsi de suite. Et les strings, c'est les chaînes de caractères. Donc ici, comme j'ai mis ça en double quote, je vous l'avais dit tout à l'heure avec merveille, comme j'ai mis ça en quote, donc ça va considérer comme une chaîne de caractères. Voilà. Et donc str. Il y a aussi les variables sous la forme de les variables booléennes qui sont de deux types, soit ils renvoient true ou bien false. Donc ici par exemple c'est une variable booléenne, c'est souvent très utile aussi, très pratique. Maintenant on va parler des types intégrés. Tout à l'heure on a parlé des types de base, les int, les floats, les strings. On va parler des types intégrés, liste, set, ainsi de suite. Commençons d'abord par les listes en Python. Une liste est une structure de données ordonnée qui peut contenir des éléments de différents types. Les éléments dans une liste sont indexés commençant par 0 pour le premier élément. Les listes sont modifiables, ce qui signifie que vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier. Donc je vais exécuter rapidement chaque chose et vous expliquer après. Voilà. Ok, super. Donc, premièrement, là, on est en train de vouloir vous montrer comment on définit les listes. Donc, c'est les éléments sous forme de crochet. Je mets un crochet, je mets les différentes valeurs. Donc, on est en train de vouloir, par exemple, définir le nom, prénom et l'âge, la taille d'une personne. Si on a plusieurs personnes, on ne pourra pas définir. Vous allez voir tout à l'heure, quand j'ai voulu définir mon nom, j'ai créé deux variables pour définir ça. Alors qu'avec les listes, je peux mettre tout ça là dans une seule variable, dans un bloc. Et pour pouvoir avoir accès à ça, on utilise les index. Donc le 0 correspond au premier élément, le 1, deuxième, le 2, troisième et le 3, quatrième. Donc 0, 1, 2, 3. Donc vous voyez, c'est comme ça que je montre l'accès des personnes 0, personne 3, ainsi de suite. Vous voyez, personne 0, ça montre ISA 13,5. Mais on n'aura pas à créer à chaque fois plusieurs variables dans notre projet. Avec juste une seule variable et cette somme crochet, je mets les différentes valeurs dedans. Je viens de faire un regroupement de données. Donc c'est un peu à quoi nous servent les types intégrés. Vous pouvez modifier aussi. Comment on modifie? Il suffit juste d'avoir accès à l'index, donc personne crochet l'index, et vous écrivez la nouvelle valeur. Donc kiwi, donc au lieu de Pauline qui était ici, c'est kiwi, vous allez voir ici. Et aussi je peux ajouter une donnée à notre liste. Avant il y avait jusqu'à 13,50, donc je vais ajouter qu'il est béninois. Donc il suffit juste d'utiliser personne.append et vous mettrez la donnée. Maintenant je peux aussi supprimer une donnée. Je peux aussi supprimer une donnée. Supposons je vais supprimer le 13,50. J'utilise personne.remove 13,50. Maintenant les 7.1 aussi c'est un peu l'idée, mais les 7 aussi ont leur particularité. Pour les définir, on utilise des accolades. Mais il faut savoir que c'est un ensemble. Et les 7 sont des collections non ordonnées d'éléments uniques. On ne peut pas avoir de répétition d'éléments ici, sinon ça peut créer des bugs dans votre code. Mais il n'y a pas de répétition d'éléments, alors que dans les listes, vous pouvez avoir des répétitions d'éléments. Aussi, les ensembles sont utiles. Si je parle de 7, c'est toujours les ensembles. C'est utile pour effectuer des opérations telles que les unions, l'intersection et l'addition entre les ensembles. Peut-être à la suite, vous verrez un peu comment ça se passe. Donc aussi, il faut savoir que les ensembles n'ont pas d'ordre spécifique, donc ne permettent pas d'indexation. Donc il n'y a pas une manière de dire que je veux le premier élément c'est crochet 0, ainsi de suite. Donc un exemple, supposons que je veux aller envoyer mon enfant au marché, donc je peux lui créer une liste de légumes par exemple, donc carottes, brocolis, poivre, haricots. C'est pour s'assurer que les éléments ne doivent pas être diversifiés quoi. Donc je fais print ensemble de légumes et j'affiche ici. Donc j'exécute rapidement, vous allez voir un peu comment ça se passe. Donc les ensembles de légumes, il y a poivron, brocoli et carottes, haricots, ainsi de suite.
Donc, pour pouvoir ajouter un élément à l'ensemble à notre set, on utilise la fonction .add. Au niveau des listes, par avant, on avait utilisé .append. Donc, on utilise .add et vous ajoutez l'élément. Vous voyez, donc à ma liste, il y a en plus de tout ce qui était là, tomate en plus. Pour enlever, on utilise la fonction .remove. Donc, et vous spécifiez la valeur que vous voulez enlever. C'est tout. Donc, c'est un peu ça. Nous allons parler des tuples. On a vu les listes, on a vu les sets. Les tuples, c'est quoi? C'est aussi une structure de données comme les autres. Les types de données intégrées. Quelles sont leurs spécificités? En fait, je vous montre tout ça parce que ça va dépendre du cas d'application. Vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser, de qu'est-ce qu'il ne faut pas utiliser. Mais bon, c'est juste des trucs qui vont vous aider après à faire une comparaison surtout parce que bientôt on va utiliser des types de listes qui sont très adaptés pour la data science. Donc, patientez quand même pour aller quelque part, il faut quand même comprendre qu'est-ce qui existait et qu'est-ce que ça donnait, ça offrait comme caractéristique. Maintenant, les tuples, maintenant, c'est aussi c'est une collection, mais ici, c'est ordonné et immuable d'éléments. Donc, difficulté il y a difficulté, bon, pas possible de modifier les éléments, quoi. C'est ça, on met dans immuable. Maintenant, les tubes sont similaires, exactement similaires aux listes, mais une fois créés, les éléments ne peuvent pas être modifiés. Très clair. Les tubes sont souvent utilisés pour représenter des collections de données immuables. Donc, supposons que vous êtes dans un cas, vous êtes le chef de développement et vous voulez créer une liste où on ne peut plus modifier après, donc vous pouvez utiliser les tuples. Et pour définir les tuples, on utilise des parenthèses. Donc tout à l'heure, on a vu les crochets pour les listes, les accolades pour les sets et les parenthèses maintenant pour les tuples. Donc vous mettez votre parenthèse, vous mettez les différentes valeurs. Mais ici, on peut indexer. Donc vous mettez crochet 0, c'est pour faire référence au premier élément. Donc j'exécute rapidement les différentes cellules. Donc, vous voyez, vous avez accès au premier élément. Bon, ici, j'affiche les listes. Si je veux avoir accès au premier élément, exactement comme dans l'autre cas. Mais c'est la modification qui est impossible. Supposons que je veux modifier l'élément à la première position. Je veux mettre du jaune. Donc, cette ligne va provoquer des erreurs. Vous voyez, donc, c'est pas possible de modifier les tuples. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, un dernier type de données, c'est les dictionnaires. Dictionary en anglais. Donc les dictionnaires sont vraiment très pratiques parce que ils ont une particularité que les autres précédents, les outils intégrés n'ont pas. Leur particularité, c'est que pour avoir accès aux données, vous pouvez utiliser des clés que vous avez définies vous-même. Donc, un exemple, c'est que c'est des structures basées sur une association des paires de clés-valeurs. Donc, chaque élément dans un dictionnaire a une clé unique et une valeur qui correspond. Donc, les dictionnaires permettent un accès rapide aux éléments en utilisant leurs clés, mais ils ne sont pas ordonnés. Si je vais faire une comparaison de pourquoi c'est beaucoup plus intéressant, j'avais dit tout à l'heure que je voulais stocker le nom d'une personne un peu ici, mais supposons on veut avoir accès au nom, on sait que le nom c'est Issa et c'est à la position 0. Est-ce que c'est pas assez intuitif de dire personne crochet 0? Bon, on ne sait pas réellement. Il faut connaître l'index pour savoir là où il faut indexer pour prendre le nom de la personne. Ou bien si je veux prendre la taille qui est 13,50 maintenant, je dois être sûr que la taille est à la dernière position. Alors qu'au niveau des dictionnaires maintenant, pas besoin. Il suffit avec votre clé, vous pouvez définir, vous pouvez avoir directement accès. J'utilise l'exemple qui est ici. Donc, j'ai défini une personne avec trois clés et trois paires. Donc, premier paire c'est nom, la clé c'est nom et la valeur c'est Dupont. La clé c'est prénom, valeur Jean et après clé âge, valeur 30. Donc, si j'affiche rapidement, vous voyez, c'est un peu comme ça les dictionnaires. Donc, prochainement, pour pouvoir avoir accès à ça, je ne vais pas être en train de compter position 0, position 1. Il suffit juste de faire personne crochet la clé et j'ai accès à la valeur. Donc, personne crochet non.
j'ai accès au nom de la personne. Donc plus besoin de faire l'index. Donc là, on voit n'importe quel utilisateur, ça sonne assez intuitif. Lorsqu'on veut avoir accès au nom de la personne, on écrit personne crochet et en griffe non et c'est fini. La clé. Donc c'est aussi possible de mettre à jour toujours en utilisant la clé. Donc je mets 31 par exemple dans l'âge. Maintenant je vais modifier 31. Et aussi c'est possible d'ajouter une nouvelle paire. Donc pour ajouter une nouvelle paire, je fais comme un peu dans l'autre cas avec les listes. Donc c'est un peu comme ça. Donc c'est tout pour les listes de données. Ok, du coup, je crois qu'on va aborder maintenant un autre point très très important lorsqu'il s'agit de la programmation. C'est de pouvoir faire des contrôles. Donc je vais parler des structures de contrôle. Des structures de contrôle. Donc là, on va pas trop prendre de temps. Donc, les structures de contrôle nous aident à exécuter des blocs de code sur des conditions données. Donc il en existe, bon, je dirais pas 3 types, mais on va parler de if, else, elif qui sont très utilisés. Donc la structure de contrôle if, comment ça s'applique? Vous écrivez if votre condition, 2 points, et en bas vous devez respecter l'indentation, sinon vous risquez de créer des erreurs. Et après, tout votre code doit être aligné comme ceci. Maintenant la suite de l'autre. Un exemple c'est ceci. J'ai défini une variable âge égale à 18. Maintenant je dis si l'âge est supérieur ou égal à 18, alors d'afficher vous êtes majeur. Donc quand je vais exécuter, vous êtes majeur parce que 18 est supérieur ou égal à 18. Quand un autre cas, je vais utiliser la structure de contrôle if else. Donc si condition, j'applique sinon. C'est pour dire dans le cas contraire, else. Donc supposons l'âge est égal à 16. Maintenant, je mets cette structure, je dis si l'âge est supérieur ou égal à 18, alors vous êtes majeur. Dans le cas contraire, vous êtes mineur. Dans quel cas on est selon vous? Mettez ça en commentaire, on va voir si vous avez réellement trouvé, vous comprenez réellement. Donc si on analyse un peu, est-ce que 16 est supérieur ou égal à 18? Non. 16 est inférieur à 18. Donc quand je vais exécuter, ça doit écrire vous êtes mineur. Très clair. Donc il y a des fois où on veut écrire plus d'une condition. Donc 2 conditions, bien 3 conditions, bien 4 conditions. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces cas-là, dans ces cas simples, ici c'est condition 3. Donc dans le cas où on a plusieurs conditions, on utilise le elif. Donc si condition 1, j'exécute ce qui est pas et le bloc de code exécuté si condition 1 est vrai. Sinon, si condition 2, sinon si condition 3. Dans le cas où les 3 premières conditions ne sont pas vérifiées, on exécute ce qui est ici. Amusons-nous avec un système de score. J'ai initialisé une variable score à 75. Maintenant, il dit si score est supérieur ou égal à 90, je dis excellent. Si score est supérieur ou égal à 70, je dis bien joué. Dans le cas contraire, peut faire mieux. Donc, on va voir dans quel cas on est. Est-ce que 75 est supérieur à 90? Non. Est-ce que 75 est supérieur ou égal à 70? Oui. Donc c'est dans ce cas on est bien joué. Ouais, donc c'est un peu ça les structures de contrôle. Elles nous aident à exécuter des blocs de code en fonction de certaines conditions. Maintenant les boucles nous aident à exécuter un bloc de code plusieurs fois. Donc on a principalement for et while qui sont très utilisés en data science. Supposons qu'on a une séquence peut-être qu'on aimerait parcourir. Donc c'est voilà comme ça on parcourt. On aimerait parcourir une séquence pour effectuer des tâches sur chaque valeur de la séquence. Donc for variable une séquence et j'affiche, je fais l'exécution. Supposons qu'on a une liste défilée comme ceci, pomme, banane, orange. For fruit et non fruit, donc c'est un peu comme ça que je définis. Pour pouvoir afficher chaque chose, donc une fruit. Donc je peux essayer de formater aussi comme ceci. Je suis et j'exécute. Je suis pomme, je suis banane, je suis orange. En quelques trucs là, quelques écrits, j'ai pu rapidement modifier mon truc. Donc c'est à quoi nous sert l'info.
Elle essaie de parcourir chaque position. Autre façon, je peux essayer d'afficher les 5 for i in range, donc 0 jusqu'à 4. On va mieux voir le range tout à l'heure maintenant. Les boucles en fonction de la condition d'arrêt, bon, je vais aller directement à l'exemple. Donc pour les boucles while, il y a une condition initiale qu'il faut définir. Après, à condition d'arrêt, et le code à exécuter, et après vous passez à l'itération. Maintenant, donc c'est un peu comme ça. Je suis en train de vouloir compter. Je peux aussi formater ici. J'ai compté et je vous affiche. Donc j'ai compté 0. Premièrement, quand ça vient, j'ai compté 0, j'ai compté 1, donc si je veux partir à 10, ça ira jusqu'à 9 parce que ça commence à partir de 0, j'ai initialisé ça à 0. Mais si je veux compter de 1 jusqu'à 10, j'initialise à 1 et je m'arrête à inférieur ou égal à 10. Donc j'ai compté 1, 2 jusqu'à 10, c'est un peu ça. Maintenant, on va parler rapidement des fonctions en Python. Tout à l'heure, je parlais des fonctions printer, input et type et tout ça. Bon, peut-être vous avez vu comment l'utilité, ça nous aide à effectuer des opérations précises. Donc, sachez que de la même façon, vous aussi, vous pouvez définir vos propres fonctions ou utiliser les fonctions déjà intégrées dans Python, comme on l'a déjà utilisé, print, input, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir définir vos propres fonctions, vous mettez def, le nom de votre fonction, la liste des paramètres, la liste des paramètres, et après 2 points, le bloc d'instruction, respecter l'indentation. Si je fais un exemple, je vais définir une fonction pour faire l'addition de 2 nombres, donc je fais def la somme et je mets mes 2 entrées, mes 2 données sur lesquelles je veux faire la somme et je fais return a plus b. Donc c'est un peu comme ça on définit. Donc quand je vais exécuter, donc quand je vais vouloir calculer la somme de 5 et 4, plus besoin d'écrire 5 plus 4, je fais somme seulement et je mets les 2 données dedans. Donc vous voyez, très simple, ça me fait 5 et 4. Je peux changer tout ce que je veux. Je vous demande de vraiment appliquer. Je mets 4 et je mets 10. Donc quand je vais compiler, vous voyez 14. Donc plus besoin de se tracasser. Si je fais la soustraction de la même façon, moins ici. Donc si je fais la soustraction, ça va faire A moins B, 4 moins 10. Désolé, je n'avais pas compilé ici et exécuté ici, donc j'exécute moins 6. Donc c'est un peu ça. Maintenant, lorsqu'on était en train de parler des fonctions, vous allez voir que au niveau de la boucle, j'ai eu à utiliser ranger tout à l'heure. Vous vous demandez sûrement c'est quoi les fonctions ranger. Les ranger, ça nous fournit des listes. Je vous montre un peu. Ce sont des fonctions qui sont très utilisées en data science. Les fonctions ranger, c'est pour créer des listes d'éléments de 0 jusqu'à 5 moins 1, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 4. Des listes de 0 jusqu'à 4. Donc par exemple, si vous voulez écrire vraiment, voilà, vous mettez liste entre parenthèses range de la valeur que vous voulez. Donc vous voyez 0, 1, 2, 3, 4. Donc l'idée avant ici, c'était de parcourir une liste. C'était de parcourir la liste pour ne pas écrire crochet 0, 1, 2, 3. Là, on peut écrire range directement. Au lieu d'écrire ceci, on peut écrire range 5 directement. Maintenant, la fonction len aussi très utilisée. Je dis oui, très utilisée. Des fois, on a besoin de savoir quelle est la taille de nos données. Bon, d'une liste par exemple. Donc, avec la fonction len, on peut savoir. Un autre exemple d'utilisation de la fonction range, c'est que vous spécifiez la valeur à partir de laquelle vous voulez commencer. C'est 7 ici. Et la valeur où on veut s'arrêter, moins 1, c'est-à-dire on veut s'arrêter à 9. Donc, j'ai écrit 10, 7, 8, 9. Donc, en appliquant les noms sur A, ça va m'afficher 3 parce qu'il y a 3 éléments dans ma liste. 3. Donc, je tenais à vous montrer ces deux fonctions lorsqu'on aborde la partie des fonctions. Je tenais à vous montrer l'utilisation des fonctions et avec le temps, on serait encore en train de faire d'autres découvertes de fonctions aussi parce qu'il y en a tellement de fonctions qu'on utilise en data science. Maintenant, les modules et importations, c'est
c'est la dernière notion sur laquelle on va s'arrêter pour cette formation. Vous aurez à utiliser des fonctions, oui, mais les fonctions se trouvent où? Les fonctions sont développées dans des modules, des packages, je dirais. Ce sont des ensembles de fichiers qui ont déjà été développés par des passionnés de Python, je dirais, ou bien des chercheurs, et pour pouvoir effectuer des tâches précises. Donc, nous, en data science, on aura utilisé ces fonctions, les fonctions disponibles dans ces packages, dans ces modules, pour pouvoir vite faire notre travail. L'idée serait pas de réinventer la roue, mais quand même de comprendre l'idée derrière, qu'est-ce que chaque fonction fait, ainsi de suite. Donc, du coup, pour pouvoir utiliser ces modules, on utilise l'instruction import. Un exemple d'importation de module, c'est ceci. Comment dit-on? Je vais dire le module maths est déjà disponible en Python. Sinon, il y a des modules, avant de les utiliser, il faut d'abord les télécharger. Donc, comme les modules maths sont disponibles, je fais directement import maths. Et pour avoir accès à ça, j'écris le nom maths et la fonction que je veux exécuter, SQLT. Je mets la valeur dedans 16. Donc, je veux calculer la racine carrée. La fonction la SQLT nous permet de calculer la racine carrée de 16. Donc, il faut savoir que dans le module maths, il y en a tellement. Il y en a assez de fonctions que vous pouvez explorer. Bon, peut-être avec le temps, on serait en train d'explorer aussi au fur et à mesure. Maintenant, il y a aussi un autre module, NumPy, qu'on va découvrir dans la vidéo à venir, la vidéo qu'on va réaliser. Bon, la prochaine vidéo, on va découvrir NumPy parce que c'est un module très utilisé en data science, très utilisé. Donc, on va découvrir comment l'installer, comment télécharger, comment l'importer et tout. Donc, ça serait tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin et mettez en commentaire ce que vous avez apprécié tout au long de cette vidéo et mettez aussi en commentaire si vous avez des questions, d'éventuelles questions, mettez-les en commentaire. N'oubliez pas, il y a le lien en commentaire, le lien GitHub, il y a dans la description le lien vers le notebook, le lien vers le notebook. Vers ce notebook que vous pouvez télécharger et pouvoir pratiquer. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo pour aider aussi d'autres passionnés de data science à pouvoir être au pas avec nous, pour ne pas être au pas avec nous. Donc à la prochaine et encore une fois merci.